À 68 ans, je pensais connaître tous les visages de la trahison, jusqu'à ce coup de téléphone en pleine nuit qui a fait voler ma vie en éclats. Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec les cartes? La voix paniquée de mon fils résonne encore dans mes oreilles. Mais ce n'est pas sa question qui m'a glacé le sang. C'est ce que j'avais découvert la veille, en apercevant cette enveloppe froissée dans le sac de ma belle-fille, et cette photocopie de ma carte d'identité qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Comment aurais-je pu imaginer qu'en acceptant de garder 2 petits caniches, je déclencherais une tempête qui révélerait des secrets enfouis depuis des années? Que derrière les sourires de façade et les dîners de famille se cachait un complot si parfaitement orchestré que même la police me croirait coupable. Quand l'amour d'une mère devient sa seule arme contre ceux qui veulent la détruire, jusqu'où est-elle prête à aller pour protéger son fils d'une vérité qui pourrait lui briser le cœur? Si vous avez déjà senti que quelque chose n'allait pas sans pouvoir l'expliquer, si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, cette histoire va vous hanter longtemps après l'avoir entendue. Suivez notre chaîne, laissez un commentaire et partagez vos impressions, où que vous soyez. Cette histoire vraie pourrait vous faire voir d'un autre œil les personnes que vous pensez connaître le mieux. J'avais 68 ans quand, cette nuit-là à Lyon, le téléphone a brisé le silence de ma maison. C'était 3 heures du matin et je dormais profondément après avoir pris mes somnifères. Le carillon strident m'a fait sursauter. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, tandis que je tâtonnais dans l'obscurité pour trouver l'interrupteur de ma lampe de chevet. « Allô » ai-je murmuré, la voix encore engourdie par le sommeil. De l'autre côté du fil, la voix paniquée de mon fils a traversé les kilomètres qui nous séparaient comme un coup de poignard. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec les cartes bancaires? On ne peut rien payer, rien ne passe. » J'ai senti un frisson glacé parcourir mon échine. Ce n'était pas à cause des cartes bancaires, non. C'était parce que depuis la veille, je sentais que quelque chose n'allait pas. Une intuition, comme celle que seules les mères développent après des décennies à veiller sur leurs enfants. « Thomas, calme-toi mon chéri, explique-moi. » ai-je dit en me redressant dans mon lit, allumant complètement la lumière. Mes vieilles mains tremblaient. On est bloqué à Paris. On a essayé de payer l'hôtel, mais la carte a été refusée. Puis le taxi, pareil, même au restaurant tout à l'heure. C'est l'humiliation totale devant Véronique et sa mère. Véronique, ma belle-fille depuis 7 ans. Elle n'avait jamais vraiment accepté ma présence dans la vie de Thomas. Et sa mère, Elisabeth Dufresne, cette femme de la haute société parisienne qui me regardait toujours avec ce petit air condescendant, comme si ma modeste vie d'institutrice à la retraite n'était pas assez prestigieuse pour sa précieuse fille. « Les cartes sont chez vous ?» ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer. « Bien sûr que non, je les ai avec moi, c'est pour ça que je ne comprends pas. » Je me suis levé péniblement, mon arthrite me rappelant cruellement mon âge. J'ai attrapé ma robe de chambre en laine, celle que ma défunte mère m'avait offerte pour mon 60e anniversaire. Puis, j'ai traversé le couloir jusqu'au petit salon où les chiens dormaient. Pistache et Caramel, les 2 caniches de Véronique qu'elle m'avait confiées comme on confie un paquet à la poste. « Quand exactement sont-ils partis refuser ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. « Depuis hier soir, et le pire, c'est que ma belle-mère est furieuse. Elle dit que c'est humiliant pour elle et que sa voix s'est éloignée. Mais j'ai pu entendre distinctement la voix stridente d'Elisabeth en arrière-plan. « C'est forcément ta mère. Elle a dû faire quelque chose avec tes comptes. » Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Être accusé ainsi, sans preuve, comme une vulgaire voleuse, moi qui avais consacré ma vie à l'éducation des enfants, à inculquer des valeurs d'honnêteté et de respect. Je me suis souvenu alors de ce que j'avais vu la veille, juste avant leur départ. Véronique avait laissé sa pochette Chanel, un cadeau de Thomas pour leur 5e anniversaire de mariage, grande ouverte sur la console de l'entrée. En passant, j'avais aperçu un coin d'enveloppe dépassant, froissé, comme si elle avait été ouverte et refermée à la hâte. Sur cette enveloppe, j'avais cru distinguer le logo de ma banque, la Société Générale. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, « Thomas » ai-je dit lentement,
As-tu vérifié ton application bancaire? Bien sûr que oui, mais il y a un message bizarre qui dit que les cartes ont été temporairement bloquées pour activité suspecte. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Activité suspecte. Ces mots résonnaient comme un glas dans ma tête. Est-ce que Véronique a accès à tes comptes? Ai-je osé demander, sachant que cette simple question pourrait déclencher une tempête. Il y a eu un silence. Un silence terrible, lourd de non-dits. Pourquoi tu me demandes ça, maman? La voix de Thomas était soudain plus froide, plus distante. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone contre mon oreille. J'entendais les respirations de mon fils, les murmures étouffés de Véronique, et plus loin, la voix autoritaire d'Elisabeth qui semblait donner des ordres. Je n'insinue rien, mon chéri. Je cherche juste à comprendre. Comprendre quoi? A-t-il coupé sèchement. Tu crois que Véronique aurait fait quelque chose? C'est ça? Tu ne l'as jamais accepté, avoue-le. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment pouvait-il penser cela? Je qui avais toujours essayé de l'accueillir, malgré ses rebuffades constantes, ses remarques désobligeantes sur ma maison trop provinciale, mes plats trop simples. Non, Thomas, ce n'est pas. Écoute, maman, il est 3 heures du matin. On est bloqué dans un hôtel de luxe sans pouvoir payer. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est accuser ma femme. Sa voix tremblait de colère maintenant. J'ai entendu Véronique lui chuchoter quelque chose. « Je dois te laisser », a-t-il ajouté brusquement. « On va essayer de joindre la banque demain à la première heure. Prends soin des chiens. » Avant que je puisse répondre, il avait raccroché. Je suis resté là, debout dans mon salon, le téléphone à la main, écoutant la tonalité vide. Les 2 caniches me regardaient avec leurs grands yeux noirs, comme s'ils comprenaient ma détresse. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que 3 jours plus tôt, j'avais reçu un appel étrange de ma banque, me demandant si j'avais autorisé une procuration sur mon compte. Une procuration que je n'avais jamais signée. Ce que Thomas ne savait pas non plus, c'est que la veille de leur départ, j'avais surpris Véronique en train de fouiller dans mon bureau, là où je gardais tous mes papiers importants. Et ce que personne ne savait encore, c'est que dans la doublure de cette pochette Chanel, j'avais aperçu un coin de papier que je connaissais trop bien, ma carte d'identité. Une photocopie, certes, mais ma carte d'identité tout de même. Le téléphone a sonné à nouveau, me faisant sursauter. J'ai décroché, le cœur battant. « Madame Leroux ?» Une voix masculine, professionnelle. « Ici, la police nationale de Lyon. Nous avons reçu une alerte concernant une fraude bancaire impliquant vos comptes. Pourriez-vous venir au commissariat dans les plus brefs délais? » À cet instant précis, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Le commissariat de Lyon était froid ce matin-là, aussi froid que les regards que les policiers me lançaient. Je me sentais comme une criminelle, moi, Françoise Leroux, 68 ans, qui n'avait jamais même grillé un feu rouge de toute ma vie. « Madame Leroux, vous comprenez la gravité de la situation. » Le commissaire Mercier était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux gris perçants qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Nous parlons de fraude bancaire, d'usurpation d'identité. Mes mains ridées tremblaient sur mon sac à main usé, celui que mon défunt mari m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Il y a des objets qui nous rattachent au passé comme des ancres. Je ne comprends pas, ai-je balbutié, la gorge nouée. Mon fils m'a appelé cette nuit parce que ses cartes bancaires ne fonctionnaient plus et maintenant vous me parlez de fraude? Le commissaire a poussé vers moi plusieurs feuilles, des relevés bancaires, des signatures. Ma signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Une imitation presque parfaite, mais avec cette légère courbe à la fin du X de Leroux que je ne fais jamais. Ces virements ont été effectués depuis votre compte vers un compte aux îles Caïmans, Madame Leroux. 87 000 € en 3 jours. C'est vous qui avez signé ces ordres de virement. Mon monde s'est effondré en un instant. 87 000 €. Toutes mes économies. L'argent de la vente de notre maison familiale à Villeurbanne, celle où Thomas avait grandi, où mon mari Pierre avait passé ses derniers jours avant que le cancer ne l'emporte. L'argent que je gardais précieusement pour aider mon fils en cas de besoin ou pour mes vieux jours en maison de retraite. Ce n'est pas ma signature, ai-je murmuré, sentant les larmes me monter aux yeux. Je n'ai jamais autorisé ces virements. Le policier m'a regardé avec un mélange de méfiance et de pitié.
Cette pitié qu'on réserve aux personnes âgées qu'on croit séniles ou manipulables. Madame, avez-vous récemment donné procuration à quelqu'un? Votre fils peut-être? Ou sa femme? Le nom de Véronique est resté suspendu dans l'air, comme un nuage toxique. J'ai repensé à sa pochette Chanel, à l'enveloppe froissée, à la photocopie de ma carte d'identité. Non, ai-je répondu fermement. Jamais. Je gère mes finances seul depuis la mort de mon mari il y a 12 ans. Le commissaire a griffonné quelque chose dans son carnet. Vous vivez seule, Madame Leroux? Oui, enfin, non, pas en ce moment. Je garde les chiens de mon fils et de ma belle-fille pendant qu'ils sont à Paris avec la mère de ma belle-fille. Et ils ont accès à votre domicile. J'ai hésité. Bien sûr qu'ils y avaient accès. Thomas avait toujours eu les clés de ma maison, depuis son adolescence. Et depuis son mariage, Véronique aussi. Oui, ai-je admis à contre-cœur. Ils ont les clés. Le commissaire a soupiré, comme si ma réponse confirmait ses soupçons. Madame Leroux, nous devons envisager toutes les possibilités, y compris celle que quelqu'un de proche ait pu abuser de votre confiance. J'ai serré les poings sous la table. Comment osait-il suggérer que mon propre fils puisse me voler? Thomas, mon petit garçon qui pleurait quand il trouvait un oiseau blessé dans le jardin? Thomas, qui avait veillé jour et nuit à l'hôpital quand j'avais eu ma pneumonie il y a 3 ans. Mais Véronique, elle qui était arrivée dans nos vies comme un ouragan, avec ses tenues de luxe et son mépris à peine voilé pour notre modeste vie à Lyon. Elle qui avait insisté pour un mariage grandiose au château de Bagnols, bien au-dessus des moyens de Thomas. Elle qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, vivant des revenus de mon fils, ingénieur chez Renault. « Je veux porter plainte », ai-je déclaré soudainement, surprenant même le commissaire. « Je veux retrouver qui m'a volé ». En sortant du commissariat, le ciel lyonnais était chargé de nuages gris, comme mon cœur était chargé de doutes. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt du tramway, mes jambes lourdes de fatigue et d'inquiétude. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de Thomas. « Maman, la banque dit que c'est toi qui as fait bloquer les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi immédiatement. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Comment lui dire? Comment lui expliquer que quelqu'un, peut-être sa propre femme, avait volé toutes mes économies? Comment lui briser le cœur ainsi? En rentrant chez moi, les 2 caniches m'ont accueilli avec leur enthousiasme habituel. Mais même leurs cabrioles joyeuses n'ont pas réussi à dissiper le nuage noir qui planait au-dessus de ma tête. J'ai remarqué que la porte de mon bureau était entr'ouverte. J'étais pourtant certaine de l'avoir fermée avant de partir. Le cœur battant, je me suis approché. Sur mon bureau, ma boîte à bijoux était ouverte. Les quelques modestes bijoux que je possédais étaient toujours là, mais il manquait quelque chose. Une chose que personne ne remarquerait, sauf moi. La vieille montre en or de Pierre, mon défunt mari. Celle qu'il m'avait confiée avant de mourir, en me faisant promettre de la donner à Thomas le jour où il deviendrait père. Quelqu'un était entré chez moi pendant mon absence. Quelqu'un qui connaissait l'existence de cette montre. Quelqu'un qui savait ce qu'elle représentait. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Thomas. « Maman, tu es où? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages ?» J'ai pris une profonde inspiration. Comment lui dire que sa vie entière était peut-être construite sur un mensonge? Comment lui dire que la femme qu'il aimait pourrait être une voleuse? « Thomas, ai-je commencé, la voix tremblante, il faut qu'on parle. Quelque chose de grave est arrivé. » Sa réponse m'a glacé le sang. « Je sais, maman. Véronique m'a tout raconté. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu nous faire ça ?» Les mots de Thomas résonnaient dans ma tête comme un écho interminable dans une grotte vide. Mon propre fils m'accusait. De quoi exactement? Je n'en avais aucune idée, mais la colère dans sa voix m'avait transpercé comme une lame. « Thomas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, » ai-je répondu, la voix tremblante comme une feuille d'automne. « De quoi m'accuses-tu? Ne fais pas l'innocente, » a-t-il crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Véronique m'a tout dit, elle t'a vu fouiller dans son sac avant notre départ. Tu as pris nos cartes bancaires pour les faire bloquer. Et maintenant, tu as porté plainte contre nous? Tu as perdu la raison? Mon cœur s'est serré dans ma poitrine comme un poing.
C'était donc ça. Véronique avait retourné la situation. Elle m'accusait de ce dont je la soupçonnais. Une tactique aussi vieille que le monde. Attaquer avant d'être attaqué. Thomas, je te jure sur la mémoire de ton père que je n'ai jamais touché à vos cartes, ai-je dit lentement, en articulant chaque syllabe comme pour les graver dans le marbre. Au contraire, quelqu'un a vidé mon compte bancaire. 87 000 euros, Thomas. Toutes mes économies. Il y a eu un silence. Un silence lourd, comme l'air avant un orage d'été. Qu'est-ce que tu racontes, maman? La vérité. Je reviens du commissariat. Quelqu'un a imité ma signature et a transféré tout mon argent vers un compte étranger. Et la montre en or de ton père a disparu de ma boîte à bijoux. Un autre silence. Plus long cette fois. J'entendais la respiration de mon fils s'accélérer. C'est ridicule, a-t-il finalement lâché, mais sa voix avait perdu de son assurance. Qui aurait pu faire ça? Je n'ai pas répondu immédiatement. Comment dire à un fils que sa femme pourrait être une voleuse? Comment briser un mariage, une famille, avec de simples soupçons? Je ne sais pas, ai-je menti. Mais la police enquête. La police? Tu as vraiment porté plainte? Bien sûr, Thomas. C'est toutes mes économies. L'argent que je gardais pour mes vieux jours, pour t'aider si besoin. Ma voix s'est brisée sur ces derniers mots. Ces économies, c'était 43 ans de travail comme institutrice dans le petit village de Vaux-en-Velin. C'étaient des repas simples, des vacances modestes, des vêtements achetés en solde. C'était une vie entière de sacrifices pour que Thomas puisse étudier dans les meilleures écoles, pour qu'il ne manque jamais de rien. Maman, je ne sais pas quoi dire, a balbutié Thomas. Véronique m'a raconté une toute autre histoire. Elle dit que tu nous détestes, que tu essaies de saboter notre mariage depuis le début, que tu as même appelé sa mère pour lui dire des horreurs sur nous. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Jamais, au grand jamais, je n'aurais fait une telle chose. Elisabeth Dufresne me méprisait déjà suffisamment sans que j'aie besoin d'en rajouter. « Thomas, regarde-moi dans les yeux », ai-je dit, oubliant que nous étions au téléphone. Est-ce que tu crois vraiment que ta vieille mère, qui t'a élevé seule après la mort de ton père, qui a toujours mis tes besoins avant les siens, pourrait faire quelque chose d'aussi cruel? Il n'a pas répondu immédiatement. Ce silence m'a fait plus mal que n'importe quelle accusation. Je ne sais plus quoi croire, maman, a-t-il finalement avoué, sa voix trahissant son désarroi. Véronique pleure depuis des heures. Sa mère est furieuse. Nous sommes bloqués à Paris sans argent. C'est un cauchemar. Je comprends, mon chéri, mais je te jure que je n'y suis pour rien. Alors qui? Qui aurait pu vider ton compte et voler la montre de papa? Le moment de vérité était arrivé. Devais-je lui dire mes soupçons? Risquer de détruire son mariage? Ou garder le silence et laisser la police faire son travail? Je ne sais pas, Thomas. Ai-je encore menti, la mort dans l'âme? Mais la police trouvera, j'en suis sûr. Après avoir raccroché, je me suis effondré sur mon vieux canapé, celui où Thomas s'asseyait enfant pour regarder des dessins animés. Les caniches sont venus se blottir contre moi, sentant ma détresse. Dehors, la pluie commençait à tomber sur Lyon, comme si le ciel pleurait avec moi. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message cette fois, de Véronique. « Je sais ce que vous essayez de faire. Ça ne marchera pas. Thomas ne vous croira jamais. » Et j'ai fixé ces mots qui dansaient devant mes yeux embués de larmes. Elle me déclarait la guerre, une guerre dont l'enjeu était le cœur de mon fils. Soudain, on a sonné à ma porte. À cette heure-ci, le cœur battant, je me suis approché de la fenêtre pour voir qui était là. 2 hommes en costume sombre se tenaient sur mon perron, impassibles sous la pluie battante. J'ai ouvert la porte, les jambes flageolantes. « Madame Leroux, police judiciaire. Nous avons un mandat pour perquisitionner votre domicile. » « Une perquisition ?» ai-je balbutié, abasourdi. « Mais pourquoi ?» L'un des agents m'a tendu un document officiel que j'ai lu à travers mes larmes. « Vous êtes soupçonnée de fraude bancaire, Madame Leroux. Une plainte a été déposée contre vous par Madame Véronique Leroux. » Mon monde s'est écroulé. Véronique m'accusait, moi, la victime, d'être la coupable. C'était un coup de maître, diabolique, mais brillant. Les policiers ont commencé à fouiller ma maison, retournant chaque tiroir, chaque placard. J'étais assise, paralysée,
sur une chaise de la cuisine, regardant ces étrangers violer mon intimité. L'un d'eux s'est approché de moi, l'air grave. « Madame, pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous avons trouvé ceci dans votre chambre ?» Dans sa main gantée, il tenait un petit carnet. Un carnet de chèques au nom de Thomas Leroux. Et à côté, une carte bancaire dorée que je n'avais jamais vue de ma vie. « Ce n'est pas à moi !» ai-je protesté, horrifié. « Je n'ai jamais vu ces objets. » Mais le policier ne m'écoutait déjà plus. Son collègue venait de l'appeler depuis mon bureau. « Chef, venez voir ça. » Sur mon ordinateur, l'écran affichait la page d'accueil d'une banque en ligne, une banque des îles Caïmans, et le solde du compte indiquait 87 000 heures. Les policiers m'ont regardé avec un mélange de dégoût et de pitié. « Madame Leroux, nous allons devoir vous demander de nous suivre au commissariat. » La cellule de garde à vue au commissariat central de Lyon était d'une froideur qui pénétrait jusqu'aux os. Assise sur un banc en métal, j'observais les murs gris défraîchis, ornés çà et là de graffitis grossiers. Moi, Françoise Leroux, 68 ans, ancienne institutrice respectée, je me retrouvais traitée comme une criminelle. Le temps s'écoulait avec une lenteur insupportable, chaque minute semblant durer une éternité. Madame Leroux, un officier de police, est apparu devant ma cellule. Il avait l'air jeune, presque l'âge de Thomas. « Votre avocat est arrivé. » Je n'avais pas demandé d'avocat. Je n'en connaissais même pas. Qui avait bien pu? Dans la salle d'interrogatoire, un homme d'une soixantaine d'années m'attendait. Grand, mince, avec des lunettes rondes et une calvitie avancée, il s'est levé dès mon entrée. « Maître Bernard Dupont » s'est-il présenté en me serrant la main. « Je suis un ami de Pierre, votre défunt mari. Nous avons étudié ensemble à la faculté de droit de Lyon. J'ai senti mes jambes faiblir. Pierre, mon Pierre, décédé depuis 12 ans, mais qui, d'une certaine façon, veillait encore sur moi. « Comment avez-vous su ?» ai-je balbutié. « J'ai vu votre nom dans le registre des gardes à vue. J'ai tout de suite fait le rapprochement. Pierre m'avait montré votre photo tellement de fois à l'époque. Il était si fier de vous. Les larmes me sont montées aux yeux. Pierre et sa manie de montrer mes photos à tous ses amis, même ceux que je n'avais jamais rencontrés. Racontez-moi tout, Madame Leroux. Ne me cachez rien. » Et j'ai tout raconté. Le coup de téléphone nocturne de Thomas, la disparition de mes économies, les accusations de Véronique, la perquisition, les objets trouvés chez moi. À mesure que je parlais, je voyais le visage de Maître Dupont s'assombrir. Ce que vous décrivez, Madame Leroux, c'est un cas classique de gaslighting et d'abus financiers. Votre belle-fille semble avoir monté un plan élaboré pour vous dépouiller et vous faire passer pour folle ou malhonnête. Mais pourquoi? Pourquoi me déteste-t-elle à ce point? L'avocat a ajusté ses lunettes, l'air pensif. Ce n'est peut-être pas une question de haine, mais plutôt d'opportunité. Vous avez mentionné que la mère de Véronique était issue d'un milieu fortuné? J'ai hoché la tête. Elisabeth Dufresne se vantait constamment de ses propriétés à Paris, de ses vacances à Saint-Tropez, de ses relations dans la haute société. Et pourtant, Véronique n'a jamais travaillé. Elle dépend entièrement des revenus de votre fils. Un déclic s'est fait dans mon esprit. Une conversation surprise entre Thomas et Véronique, quelques mois plus tôt. Ils se disputaient dans la cuisine, pensant que je dormais. « Je ne peux pas continuer comme ça, Véro », avait dit Thomas. « Ton train de vie nous ruine. Ma mère a raison, nous devons être plus raisonnables. »« ta mère, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu ne comprends pas que j'ai des standards, que je ne peux pas vivre comme une petite institutrice de province. » Ces mots m'avaient blessé à l'époque, mais je les avais mis sur le compte de la colère. Maintenant, ils prenaient un tout autre sens. « Maître Dupont, ai-je demandé soudain, est-il possible que la mère de Véronique ne soit pas aussi riche qu'elle le prétend ?» L'avocat a souri, comme si j'avais résolu une énigme particulièrement difficile. « C'est exactement ce que je soupçonne, Madame Leroux. Les apparences peuvent être trompeuses. J'ai quelques relations qui pourraient faire des recherches discrètes sur la situation financière réelle des Dufresne. » Un officier est entré dans la salle, interrompant notre conversation. « Madame Leroux, vous avez un visiteur. » Mon cœur a fait un bond. Thomas, était-il possible que mon fils ait compris la vérité, qu'il soit venu me soutenir? Mais la personne qui est entrée n'était pas Thomas.
C'était Monsieur Moreau, mon voisin depuis plus de 20 ans. Petit, voûté, avec sa casquette éternellement vissée sur la tête, il semblait encore plus âgé que ses 75 ans. « Françoise, nom d'une pipe, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je lui ai brièvement expliqué la situation, tandis que maître Dupont écoutait attentivement. « C'est du grand n'importe quoi !» s'est exclamé Monsieur Moreau. « Vous, une voleuse, la femme qui aide tout le quartier, qui fait les courses pour les personnes âgées, qui garde les enfants gratuitement, c'est le monde à l'envers. » Puis, se tournant vers l'avocat, il a ajouté « Vous savez, maître, je les ai vus, moi, la belle-fille et sa mère. Elles sont venues chez Françoise quand elle était sortie faire des courses. Elles sont restées presque 1 heure, c'était avant-hier. J'ai senti mon sang se glacer. Véronique et Elisabeth, chez moi, en mon absence, alors que Thomas m'avait dit qu'ils partaient tous les 3 ensemble pour Paris. Vous en êtes certain, Monsieur Moreau ?» a demandé maître Dupont, soudain très intéressé. « Aussi certain que je m'appelle Jean-Claude Moreau. Je jardinais dehors, je les ai vues entrer avec une clé. Elles portaient des gants, ce qui m'a semblé bizarre vu qu'il faisait chaud ce jour-là. Des gants, pour ne pas laisser d'empreinte, pour placer les preuves qui me condamneraient. Monsieur Moreau, accepteriez-vous de faire une déposition formelle ?» a demandé l'avocat, visiblement excité par cette nouvelle piste. « Bien sûr, je ne vais pas laisser Françoise se faire accuser injustement. » Pendant que mon voisin parlait avec un officier, maître Dupont s'est tourné vers moi, l'air grave. « Madame Leroux, avec ce témoignage et quelques autres éléments que nous allons recueillir, je pense pouvoir vous faire libérer rapidement. Mais je dois vous prévenir, ce ne sera que le début d'une bataille longue et difficile. » Une bataille contre votre belle-fille et sa mère, et malheureusement votre fils sera pris entre 2 feux. J'ai fermé les yeux, sentant une douleur sourde m'envahir. Thomas, mon petit garçon, allait-il me croire? Ou resterait-il aveuglé par l'amour qu'il portait à Véronique? Comme en réponse à mes pensées, mon téléphone portable a vibré dans la poche de maître Dupont, qu'il avait récupéré lors de mon arrestation. Un message de Thomas. « Je viens d'apprendre que tu es en garde à vue. Comment as-tu pu faire ça, maman? Nous voler, puis nous accuser? Je ne te reconnais plus. Ne cherche pas à me contacter. J'ai besoin de temps. » Les mots de mon fils m'ont transpercé comme des poignards. Il me croyait coupable. Il pensait que sa propre mère était capable de le voler, de mentir, de manipuler. « Maître Dupont, » ai-je dit, la voix brisée par l'émotion, « peu importe ce qui m'arrive, promettez-moi juste une chose, aidez-moi à sauver mon fils de ces femmes. » 3 jours s'étaient écoulés depuis ma garde à vue. 3 jours de silence absolu de la part de Thomas. 3 jours où chaque heure qui passait creusait un peu plus le gouffre entre mon fils et moi. J'étais de retour dans ma maison, cette maison qui ne me semblait plus être un refuge, mais une prison aux murs chargée de souvenirs douloureux. Assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, je regardais la pluie tomber sur Lyon. Le ciel gris et lourd reflétait parfaitement l'état de mon âme. Sur mes genoux, Pistache et Caramel dormaient paisiblement, inconscients du drame qui se jouait. Ces 2 petits caniches étaient devenus mes seuls compagnons, les seuls êtres qui ne me jugeaient pas, qui m'offraient leur affection sans condition. La sonnerie du téléphone a brisé le silence. Mon cœur a fait un bond. « Thomas, enfin ?» J'ai décroché avec des mains tremblantes. « Madame Leroux ?» La voix grave de maître Dupont a remplacé l'espoir par la déception. « J'ai des nouvelles importantes. »« Je vous écoute, maître, » ai-je répondu, en caressant machinalement la tête de Pistache qui s'était réveillée. Mes contacts ont fait des recherches sur la famille Dufresne. Ce que nous avons découvert est révélateur. Il a marqué une pause, comme pour préparer l'impact de ces révélations. Elisabeth Dufresne n'est pas la femme fortunée qu'elle prétend être. Son mari, Henri Dufresne, a fait faillite il y a 7 ans. Leur appartement dans le 16e arrondissement de Paris a été saisi par les créanciers. Ils vivent aujourd'hui dans un petit 3 pièces à Asnières, loué au nom de Véronique. J'ai fermé les yeux, essayant d'assimiler ces informations. Tout n'était donc qu'un mensonge. Cette belle-mère hautaine qui me regardait de haut, qui critiquait ma petite vie provinciale, vivait en réalité de façade. « Ce n'est pas tout », a continué l'avocat. «
Henri Dufresne a eu des démêlés avec la justice pour fraude fiscale. Il a évité la prison de justesse. Et devinez qui était son avocate? Véronique Dufresne, votre belle-fille. Véronique? Mais elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle a rencontré Thomas. Elle prétend être décoratrice d'intérieur indépendante, mais elle n'a jamais eu de client à ma connaissance. Elle a bien été avocate, mais a été radiée du barreau il y a 8 ans pour falsification de documents. C'est peu après qu'elle a rencontré votre fils. Mon esprit tournait à toute vitesse, assemblant les pièces du puzzle. Véronique n'avait jamais parlé de son passé d'avocate. Thomas m'avait dit qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée chez des amis communs, qu'elle était décoratrice d'intérieur en difficulté, cherchant à se faire un nom dans le milieu. Maître Dupont, pensez-vous que Véronique ait épousé mon fils pour son argent? Un silence pesant a suivi ma question. Je pouvais presque voir l'avocat, de l'autre côté du fil, peser soigneusement ses mots. Je ne peux pas me prononcer sur ses sentiments, Madame Leroux, mais les faits suggèrent qu'elle et sa famille avaient un besoin urgent de stabilité financière. Votre fils, ingénieur respecté chez Renault, représentait une solution idéale. Une vague de nausées m'a submergé. Mon Thomas, mon petit garçon au cœur tendre, manipulé, utilisé comme un simple compte en banque ambulant. La colère a commencé à remplacer la tristesse dans mon cœur. Et ce n'est pas tout, a repris Maître Dupont. Nous avons retrouvé la trace du compte aux îles Caïmans où votre argent a été transféré. Il a été ouvert il y a 1 mois sous le nom d'une certaine Élodie Martin. Nous avons obtenu la copie du passeport utilisé pour l'ouverture du compte. La photo est celle d'Elisabeth Dufresne, votre belle-mère. J'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer un cri. Ce n'était donc pas seulement Véronique, mais un complot familial. Mère et fille, travaillant ensemble pour nous dépouiller, Thomas et moi. Mon fils doit savoir, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour l'avocat. Justement, Madame Leroux, j'ai essayé de contacter Thomas hier. Il a accepté de me rencontrer ce matin au cabinet. Je lui ai présenté tous ces éléments, preuves à l'appui. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 1 seconde. Et comment a-t-il réagi? Le silence de Maître Dupont m'a fait craindre le pire. Il a été sous le choc, comme on pouvait s'y attendre. Il a d'abord refusé de croire ce que je lui montrais. Puis, il est devenu très pâle. Il est parti sans dire un mot. J'ai serré le combiné si fort que mes articulations ont blanchi. Thomas devait être dévasté. Apprendre que la femme qu'on aime vous a menti, vous a manipulé, n'a jamais été celle qu'elle prétendait être. Quelle douleur atroce. Madame Leroux, je dois vous avertir d'une chose, a repris l'avocat d'un ton grave. Si Thomas confronte Véronique avec ces informations, elle pourrait devenir dangereuse. Les personnes comme elle, quand elles se sentent acculées, peuvent réagir de façon imprévisible. Un frisson d'effroi m'a parcouru. Je n'avais pas pensé à cette possibilité. Mon fils était-il en danger? Comme pour confirmer mes pires craintes, la sonnette de la porte d'entrée a retenti, me faisant sursauter. Les chiens se sont mis à aboyer frénétiquement. « Quelqu'un sonne chez moi, maître. Je dois vous laisser. »« Soyez prudente, Madame Leroux. N'ouvrez pas si vous ne savez pas qui c'est. » J'ai raccroché et me suis approché lentement de la porte, le cœur battant. Par le Judas, j'ai aperçu une silhouette féminine. Élégante, mince, avec un foulard Hermès noué autour de son cou malgré la pluie. Elisabeth Dufresne. Que faisait-elle ici? Était-elle venue m'affronter, me menacer? Mes jambes tremblaient sous moi alors que je restais figé devant la porte, incapable de décider si je devais ouvrir ou non. La sonnette a retenti à nouveau, plus longtemps cette fois, comme si la personne s'impatientait. Puis j'ai entendu sa voix, cette voix aristocratique et hautaine que je connaissais trop bien. « Françoise, je sais que vous êtes là. Ouvrez, c'est important. Il s'agit de Thomas. » Thomas. À la mention de mon fils, toute prudence m'a abandonné. J'ai ouvert la porte d'un geste brusque. Elisabeth se tenait là, trempée par la pluie, malgré son parapluie de luxe. Son visage, habituellement si composé, était déformé par « Était-ce de la peur ?»« Il faut que vous veniez immédiatement », a-t-elle dit sans préambule. « Thomas et Véronique, ils se sont violemment disputés. Votre fils est parti en claquant la porte. Il a dit qu'il allait faire quelque chose de terrible. Je crois qu'il est vraiment en danger. »
Thomas est en danger? Mon sang s'est glacé dans mes veines. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré ces accusations, Thomas restait mon fils, ma chair, mon sang. Que voulez-vous dire, Elisabeth? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elisabeth Dufresne a pincé une main nerveuse dans ses cheveux impeccablement teints, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Son masque d'aristocrate composé se fissurait pour la première fois. Puis-je entrer? Cette conversation ne devrait pas avoir lieu sur votre palier. J'ai hésité une fraction de seconde. Les avertissements de Maître Dupont résonnaient dans ma tête. Cette femme faisait partie du complot qui m'avait dépouillé. Pouvais-je lui faire confiance? Mais si Thomas était vraiment en danger? Entrez, ai-je finalement dit en m'écartant. Elisabeth a pénétré dans mon salon, laissant derrière elle une traînée d'eau de pluie sur mon parquet usé. Les caniches se sont approchées d'elle en remuant la queue, mais elle les a ignorées royalement, comme à son habitude. « Asseyez-vous et expliquez-moi », ai-je ordonné, surprenant Elisabeth par mon ton autoritaire. Je n'étais plus la belle-mère effacée qu'elle avait l'habitude de mépriser. La colère et l'inquiétude me donnaient une force nouvelle. Elle s'est assise au bord du canapé, comme si elle craignait de se salir au contact de mes meubles modestes. « Thomas est revenu à l'hôtel ce matin après sa rencontre avec votre avocat », a-t-elle commencé, confirmant ainsi qu'elle savait pour Maître Dupont. Il était différent, froid, distant. Il a demandé à parler à Véronique en privé. Ils sont montés dans leur chambre et elle a marqué une pause dramatique, portant sa main à son collier de perles, un tic nerveux que j'avais déjà remarqué. J'ai entendu des cris, des objets qui se brisaient. Véronique hurlait, Thomas aussi. Je n'ai jamais entendu votre fils crier comme ça. Je pouvais l'imaginer. Thomas, mon doux Thomas, découvrant l'ampleur de la trahison. Lui qui n'avait jamais haussé le ton, même enfant, même lorsqu'il était en colère. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ai-je demandé, incapable de cacher mon anxiété. Thomas l'accusait d'avoir tout manigancé depuis le début. Leur rencontre, leur mariage. Il disait qu'elle ne l'avait jamais aimé, qu'elle l'avait utilisé pour son argent. Et puis, Elisabeth a baissé les yeux, soudain mal à l'aise. Et puis quoi? Ai-je insisté. Il l'a accusé d'avoir volé votre argent, de vous avoir fait arrêter pour un crime qu'elle avait commis. Il a dit qu'il avait des preuves. Mon cœur s'est serré. Thomas savait, il avait compris. Mais pourquoi Elisabeth était-elle ici? Pourquoi me racontait-elle tout cela, s'incriminant elle-même par la même occasion? Véronique a nié, bien sûr, a poursuivi Elisabeth. Elle pleurait, elle suppliait. Mais Thomas, il était comme possédé. Il a dit qu'il allait tout révéler à la police, qu'elle et moi finirions en prison. Ses yeux ont croisé les miens, et j'y ai lu une émotion que je n'aurais jamais cru y voir, la peur. Puis il est parti en trombe. Il a dit qu'il avait quelque chose à récupérer d'abord, une preuve ultime, et que si nous tentions de l'arrêter, il se ferait du mal. Je me suis levé d'un bond, incapable de rester assise une seconde de plus. Se faire du mal? Thomas? Non, c'est impossible. Mon fils n'est pas suicidaire. Vous ne l'avez pas vu, Françoise. Ses yeux, c'était comme s'il n'était plus lui-même. Une terrible angoisse m'a envahi. Thomas avait toujours été sensible, profondément émotif, sous ses airs calmes. La trahison de Véronique devait l'avoir dévasté. Était-il capable de commettre l'irréparable? Où est-il allé? Ai-je demandé, la gorge serrée. Je ne sais pas exactement. Mais il a mentionné quelque chose à propos d'un coffre-fort, d'une banque. Un coffre-fort. Thomas n'avait pas de coffre-fort à ma connaissance. À moins que le coffre de pierre, ai-je murmuré, une soudaine compréhension m'illuminant. À la Banque nationale de Lyon. Mon mari y gardait des documents importants. Thomas doit penser y trouver quelque chose qui pourrait vous incriminer. J'ai attrapé mon manteau et mon sac à main, décidé à partir sur le champ. Je dois y aller. Je dois le retrouver avant qu'il ne fasse une bêtise. Elisabeth s'est levée à son tour, lissant sa jupe d'un geste machinal. « Je viens avec vous. »« Pourquoi » ai-je demandé, suspicieuse. « Pourquoi m'aider maintenant après tout ce que vous m'avez fait ?» Son visage s'est durci, retrouvant son expression hautaine habituelle. « Ne vous méprenez pas, Françoise. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour ma fille. Si Thomas va à la police avec ses preuves, Véronique ira en prison. Je ne peux pas laisser cela arriver. » Au moins, elle était honnête sur ses motivations.
Sans plus attendre, nous sommes sortis sous la pluie battante. Mon vieux Renault Clio contrastait violemment avec les tenues élégantes d'Elisabeth, mais elle s'y est installée sans commentaire. L'urgence de la situation semblait avoir temporairement mis de côté nos différences de classe sociale. Pendant le trajet vers le centre-ville de Lyon, un silence pesant régnait dans l'habitacle. Seul le bruit des essuie-glaces venait ponctuer régulièrement ce silence. J'observais du coin de l'œil le profil d'Elisabeth, son nez droit, son menton relevé dans une posture d'éternelle supériorité. Cette femme qui avait participé au complot visant à me ruiner était maintenant assise dans ma voiture, unie par l'inquiétude pour nos enfants respectifs. Pourquoi ai-je finalement demandé, incapable de contenir plus longtemps cette question qui me brûlait les lèvres? Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi voler une veuve, une mère? N'avez-vous aucune conscience? Elisabeth a tourné son visage vers moi, et pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de remords dans ses yeux. Vous ne pouvez pas comprendre, Françoise. Vous n'avez jamais connu la chute, passer de tout à rien, être invité dans les plus beaux salons de Paris, puis devenir persona non grata du jour au lendemain, voir les regards de pitié, entendre les murmures dans votre dos. Sa voix s'est brisée légèrement sur ces derniers mots. La faillite d'Henri nous a tout pris. Notre maison, notre statut social, nos amis. Véronique était brillante, promise à un grand avenir au barreau. Puis ce scandale de documents falsifiés, elle n'a pas eu le choix, nous n'avions pas le choix. On a toujours le choix, ai-je répliqué sèchement. Mon mari est mort d'un cancer après des années de souffrance. J'ai élevé Thomas seul, avec un salaire d'institutrice. J'ai économisé chaque centime pour qu'il puisse faire des études, pour qu'il ait une vie meilleure que la mienne. J'ai choisi l'honnêteté et le travail, pas la manipulation et le vol. Elisabeth n'a pas répondu. Nous approchions de la banque. Mon cœur battait à tout rompre. Thomas était-il déjà là? Qu'allait-il faire exactement? Et qu'espérait-il trouver dans ce vieux coffre-fort? Soudain, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô? Madame Leroux? Ici le commissaire Mercier. Nous avons retrouvé votre fils. Nous avons retrouvé votre fils. Ces mots du commissaire Mercier ont résonné dans ma tête comme un glas. La façon dont il avait prononcé cette phrase, ce ton grave, professionnel, qui tentait de masquer une émotion sous-jacente. Mon cœur de mère s'est serré si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. « Thomas, est-ce qu'il va bien ?» ai-je demandé, la voix tremblante, les mains crispées sur le volant de ma vieille Clio. Un silence terrible qui a duré une éternité. « Madame Leroux, votre fils est actuellement aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Il a eu un accident. Le monde s'est effondré autour de moi. J'ai dû me garer sur le bas-côté, incapable de continuer à conduire. Elisabeth me regardait, le visage tendu, comprenant à mon expression que quelque chose de grave s'était produit. « Quel genre d'accident ?» ai-je articulé avec difficulté. Sa voiture a percuté un arbre sur la route de Villeurbanne. Les pompiers l'ont désincarcéré. Son état est stable, mais il est inconscient. Les médecins sont en train de l'examiner. J'arrive immédiatement. J'ai raccroché les mains tremblantes et j'ai redémarré en trombe, oubliant momentanément la présence d'Elisabeth à mes côtés. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, s'accrochant à la poignée de la portière alors que je prenais un virage serré. « Thomas a eu un accident de voiture. Il est aux urgences. » Elisabeth a porté une main à sa bouche et pour la première fois j'ai vu son masque d'arrogance se fissurer complètement. Était-ce de la peur? Du remords? Peu importait à ce moment-là. Seul comptait Thomas, mon fils, mon unique enfant, qui se trouvait entre la vie et la mort. Le trajet jusqu'à l'hôpital m'a paru interminable, malgré la vitesse à laquelle je conduisais, ignorant les limitations, grillant même un feu rouge. La pluie continuait de tomber, transformant les rues de Lyon en miroirs liquides où se reflétaient les lumières de la ville. Je revoyais Thomas enfant, ses premiers pas, son premier jour d'école, sa remise de diplôme. Toute une vie défilait devant mes yeux embués de larmes. « C'est ma faute », a murmuré Elisabeth, brisant le silence. « Tout est ma faute. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais ni la force ni l'envie. Oui, c'était sa faute et celle de sa fille.
Elles avaient manipulé mon fils, l'avaient utilisé, l'avaient poussé à douter de sa propre mère, et maintenant, il était allongé sur un lit d'hôpital, inconscient. À l'hôpital, j'ai couru jusqu'à l'accueil des urgences, Elisabeth sur mes talons. Une infirmière au visage fatigué nous a indiqué une salle d'attente bondée. Le commissaire Mercier s'y trouvait déjà, en conversation avec un médecin en blouse blanche. « Madame Leroux », m'a-t-il salué en me voyant approcher. « Le docteur Benoît s'occupe de votre fils. » Le médecin, un homme d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes, m'a serré la main avec compassion. « Votre fils a subi un traumatisme crânien, Madame Leroux. Nous avons effectué un scanner qui montre un hématome sous-dural. Il est actuellement stable, mais nous devons le garder sous surveillance étroite. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. Est-ce qu'il va s'en sortir ?» ai-je demandé, la gorge nouée. Son pronostic vital n'est pas engagé pour l'instant, mais je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de séquelles. Nous en saurons plus quand il se réveillera. Quand? Pas si. Ce petit mot m'a donné une lueur d'espoir à laquelle me raccrocher. Puis-je le voir? Bien sûr, suivez-moi. J'ai suivi le médecin dans un dédale de couloirs blancs, laissant Elisabeth et le commissaire derrière moi. Le bruit de mes pas résonnait sur le sol en lino, se mêlant au bip des machines et aux voix étouffées du personnel soignant. L'odeur d'antiseptique me prenait à la gorge, me rappelant les derniers jours de Pierre, mon mari, dans une chambre similaire. La chambre de Thomas était plongée dans une semi-obscurité, uniquement éclairée par les voyants des appareils médicaux qui l'entouraient. Et là, sur ce lit d'hôpital, mon grand garçon de 38 ans semblait avoir rapetissé. Son visage était pâle, marqué par une large entaille sur le front, soigneusement suturée. Un tube respiratoire sortait de sa bouche et des électrodes étaient collées sur sa poitrine, reliées à un moniteur qui affichait les battements réguliers de son cœur. Je me suis approché lentement, comme si j'avais peur de le réveiller, bien que le médecin m'ait expliqué qu'il était dans un coma artificiel pour réduire la pression intracrânienne. J'ai pris sa main, cette main d'homme qui avait été autrefois si petite dans la mienne. Sa peau était chaude, vivante. Un sanglot m'a échappé. « Mon petit garçon », ai-je murmuré en caressant son front. « Je suis là. Maman est là. » J'ai remarqué alors un sac en plastique posé sur la table de chevet. Le docteur Benoît a suivi mon regard. « Ce sont les effets personnels de votre fils. La police les a récupérés dans l'épave de la voiture. » J'ai ouvert le sac avec des mains tremblantes. Le portefeuille de Thomas, son téléphone portable à l'écran fissuré, ses clés et une enveloppe froissée tachée de sang. Sur cette enveloppe, je reconnaissais l'écriture de Pierre, mon défunt mari, pour Thomas à ouvrir après ma mort, en cas de besoin urgent uniquement. Pierre avait préparé cette lettre durant ces derniers jours, alors que le cancer le rongeait impitoyablement. Il m'avait demandé de la placer dans le coffre-fort familial à la banque. Thomas n'y avait jamais fait allusion. Je pensais qu'il l'avait oublié ou qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de l'ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui. Avec des doigts fébriles, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un testament holographe, rédigé de la main de Pierre, et des photos. Des photos de Véronique, bien plus jeune, dans une tenue d'avocate, serrant la main d'un homme que je ne connaissais pas. Et un article de journal découpé daté d'il y a 9 ans, scandale au palais de justice, une jeune avocate radiée du barreau pour falsification de preuves. Pourquoi Pierre avait-il conservé ces documents? Comment les avait-il obtenus? Et surtout, pourquoi les avait-il laissés à Thomas sans lui dire de les consulter immédiatement? La porte de la chambre s'est ouverte doucement. Elisabeth se tenait là, le visage défait, les yeux rougis par des larmes que je ne l'aurais jamais cru capable de verser. « Comment va-t-il » a-t-elle demandé d'une voix à peine audible. J'ai serré les documents contre ma poitrine, ne voulant pas qu'elle les voie. « Il est stable, dans le coma mais stable. » Elle a fait un pas dans la chambre, hésitante, comme si elle craignait que je ne la chasse. « Françoise, je dois vous dire quelque chose que vous devez savoir. » Son ton solennel m'a fait lever les yeux vers elle. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Elisabeth Dufresne semblait sincère, dépouillée de toute prétention. « Je vous écoute », ai-je dit froidement.
Elle s'est approchée du lit, regardant Thomas avec une expression indéchiffrable. Votre mari, Pierre, il connaissait Véronique bien avant qu'elle ne rencontre Thomas. Pierre connaissait Véronique. Ces mots ont résonné dans la chambre d'hôpital comme un coup de tonnerre. J'ai agrippé le bord du lit de Thomas pour ne pas chanceler, tandis que mon esprit tentait désespérément d'assimiler cette révélation. C'est impossible, ai-je balbutié. Pierre est décédé il y a 12 ans. Véronique et Thomas ne se sont rencontrés qu'il y a 7 ans. Élisabeth a baissé les yeux, fixant ses mains ornées de bagues coûteuses. Des mains qui n'avaient jamais travaillé, des mains qui avaient pris sans jamais donner. Véronique était l'avocate de Pierre dans une affaire concernant un brevet. C'était sa première grande affaire après son admission au barreau. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne réveille Thomas. Pierre, mon Pierre, avait connu cette femme qui avait manipulé notre fils. Était-ce possible? Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Ai-je demandé, la gorge serrée. Parce que l'affaire s'est mal terminée, a répondu Élisabeth, le regard toujours baissé. Véronique Elle a falsifié des documents pour gagner le procès. Pierre s'en est aperçu, il l'a dénoncé. J'ai fermé les yeux, assailli par une vague de souvenirs. Pierre, rentrant tard un soir, l'air sombre, me disant qu'il avait dû faire quelque chose de difficile mais de juste. Je n'avais pas insisté, respectant son silence professionnel. Était-ce de cela qu'il s'agissait? C'est pour ça qu'elle a été radiée du barreau, ai-je murmuré, comprenant soudain. À cause de Pierre. Élisabeth a hoché la tête, une larme coulant le long de sa joue parfaitement maquillée. Véronique a tout perdu ce jour-là. Sa carrière, sa réputation, ses amis. Elle est tombée dans une dépression terrible. Et puis, un jour, elle a vu la nécrologie de Pierre dans le journal. Elle a appris qu'il avait un fils, Thomas, et elle a décidé de se venger, ai-je complété, sentant une colère froide m'envahir. Elle a délibérément séduit mon fils pour se venger de son père. Au début, oui, a admis Élisabeth, mais je crois qu'avec le temps, elle a vraiment fini par l'aimer à sa façon. J'ai serré les poings, incapable de contenir ma rage plus longtemps. À sa façon, en lui mentant, en le manipulant, en volant sa mère et en essayant de me faire emprisonner. Vous appelez ça de l'amour? Ma voix s'était élevée malgré moi, résonnant dans la petite chambre. Sur son lit, Thomas a légèrement bougé, comme s'il percevait ma colère à travers son coma. Non, a reconnu Élisabeth, le visage soudain vieilli par le poids de ses remords. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'obsession, de la vengeance. Je le voyais, mais je n'ai rien dit. J'avais tellement besoin qu'elle réussisse, qu'elle nous sorte de notre situation financière désastreuse. Elle a levé vers moi des yeux rougis par les larmes. Je suis sa mère. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû la protéger contre ses pires instincts. Au lieu de cela, je l'ai encouragée. Pour l'argent. Pour retrouver notre statut social perdu. Un bip plus rapide sur le moniteur cardiaque de Thomas a attiré mon attention. Son rythme cardiaque s'accélérait. Était-il en train d'entendre notre conversation? Thomas? Ai-je murmuré en me penchant vers lui. Tu m'entends, mon chéri? Ses paupières ont frémi, mais ne se sont pas ouvertes. Le médecin m'avait prévenu que cela pouvait arriver, que les patients comateux percevaient parfois des bribes de leur environnement. Il faut que vous sachiez autre chose, a repris Élisabeth d'une voix brisée. Véronique est enceinte, de 2 mois. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing. Mon fils allait être père, j'allais être grand-mère. Dans d'autres circonstances, cela aurait été une joie immense. Mais là, est-ce vrai? Ai-je demandé méfiante. Ou est-ce encore une manipulation? C'est vrai. Elle a fait le test il y a 3 semaines. Elle n'a pas encore eu le temps de l'annoncer à Thomas. Mon regard s'est posé sur mon fils, son visage pâle, les tubes et les fils qui le reliaient aux machines. Allait-il se réveiller? Allait-il un jour connaître cet enfant? Et cet enfant, né d'un tel mensonge, d'une telle manipulation, quelle serait sa vie? Où est Véronique maintenant? Ai-je demandé. Au commissariat, elle s'est rendue d'elle-même après l'accident de Thomas. Elle a tout avoué. Le vol, la manipulation, les fausses preuves contre vous. Tout. J'ai fermé les yeux, essayant d'assimiler ces informations. Véronique avait avoué. J'étais innocenté.
Mais à quel prix? Un gémissement faible m'a fait rouvrir les yeux. Thomas bougeait, ses doigts se crispant légèrement autour des miens. « Thomas, tu m'entends? C'est maman !» Ses paupières ont frémi à nouveau, puis se sont lentement soulevées, révélant ses yeux bleus, si semblables à ceux de Pierre. Ces yeux que je craignais de ne plus jamais voir. « Man !» a-t-il articulé faiblement malgré le tube respiratoire. Les larmes ont jailli de mes yeux, inondant mes joues ridées. « Oui, mon chéri, c'est moi. Je suis là. » Le médecin est entré précipitamment, alerté par le changement des constantes sur les moniteurs. Il a rapidement examiné Thomas, vérifiant ses pupilles, sa réactivité. « C'est très encourageant », a-t-il annoncé avec un sourire. « Nous allons retirer le tube respiratoire, puisqu'il respire par lui-même. Mais il aura besoin de repos et de calme. » Thomas a suivi la procédure d'extubation avec docilité, grimaçant légèrement lorsque le tube a été retiré. Sa voix, lorsqu'il a finalement pu parler, était rauque, à peine audible. « Maman, je suis désolé, tellement désolé. » J'ai caressé son front, balayant une mèche de cheveux collée par la sueur. « Chut, ne parle pas, repose-toi. »« Non !» a-t-il insisté, s'accrochant à ma main avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. « Je dois te dire, j'ai trouvé la lettre de papa. J'ai compris ce que Véronique a fait, ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle t'a fait. » Des larmes ont coulé sur ses tempes, se perdant dans l'oreiller. « Je ne savais pas. Pour l'enfant, » a-t-il ajouté, son regard se portant brièvement sur Elisabeth qui se tenait en retrait. « Est-ce vrai ?» Elisabeth a hoché la tête, incapable de parler. « Je ne sais pas si je pourrais jamais lui pardonner, » a murmuré Thomas. « Mais cet enfant, il est innocent. » J'ai serré sa main, comprenant le dilemme terrible qui se présentait à mon fils. Aimer un enfant né d'un tel mensonge, être lié à jamais à une femme qu'il avait trahie de la pire des manières. « Nous trouverons une solution, ai-je promis, ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Un léger sourire a éclairé son visage, fatigué. « Comme nous l'avons toujours fait, » a-t-il répété. « Toi et moi contre le monde, hein, maman? Toi et moi contre le monde, ai-je confirmé, le cœur débordant d'amour. 3 mois ont passé depuis ce jour terrible. Thomas s'est rétabli lentement, mais complètement. Véronique a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, une peine clémente due à sa grossesse et à ses aveux spontanés. Mes économies m'ont été restituées et la montre en or de Pierre est revenue à sa place dans ma boîte à bijoux. Aujourd'hui, alors que je berce dans mes bras ma petite fille nouveau-née, Léonie, je réalise que parfois, même des événements terribles peuvent mener à des miracles. Thomas a décidé d'élever sa fille seule, avec mon aide. Véronique a accepté de lui laisser la garde complète, reconnaissant qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire, pour devenir une personne meilleure. Quant à Elisabeth, elle vient parfois voir sa petite fille, toujours élégante, mais désormais dépouillée de son arrogance. Le temps dira si elle pourra vraiment changer, si les liens brisés pourront un jour être réparés. Ce que je sais avec certitude, c'est que l'amour véritable, celui d'une mère pour son enfant, d'un père pour sa fille, peut survivre aux pires tempêtes. Et que parfois, comme me l'avait dit Pierre sur son lit de mort, la vérité aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la guérison. Cette histoire vous a touché? Moi, Françoise, à 68 ans, j'ai dû affronter la plus grande trahison de ma vie, orchestrée par ceux qui étaient censés être ma famille. Mais comme je l'ai appris pendant ces jours terribles, parfois, ce sont les épreuves les plus douloureuses qui révèlent notre véritable force. Quand tout s'écroule autour de vous, quand même votre propre enfant doute de vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous baissé les bras, ou comme moi, auriez-vous continué à vous battre pour la vérité? La vie nous place parfois face à des choix impossibles. Thomas devra élever sa fille en portant le poids de cette histoire, mais ensemble, nous construisons un avenir où l'amour véritable, celui qui pardonne sans oublier, reste notre plus grande force. Car au fond, n'est-ce pas cela la vraie leçon? Que même dans les moments les plus sombres, même quand les apparences nous accusent, la vérité finit toujours par éclater au grand jour, comme un rayon de soleil après la tempête. Si cette histoire vous a ému, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager.
Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui, comme celui-ci, vous feront réfléchir sur les liens qui nous unissent et sur la force insoupçonnée qui sommeille en chacun de nous. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place, car c'est en partageant nos expériences que nous apprenons tous à traverser les épreuves avec plus de sagesse et de courage.